chasse-passion. La vénerie est et restera une grande tradition à Cheverny en Sologne, où le marquis de Vibray nous fait l'honneur de son accueil. Ensuite, curieux de toutes les facettes que nous offre le domaine, nous visiterons le château. Avec ses paysages tranquilles traversés par le majestueux sillon de la Loire, le seuil de la Sologne est la région de la douceur de vivre. Paradis de la chasse, la Sologne accueillit dès la Renaissance un certain nombre de grands seigneurs à proximité des résidences royales. Nous nous retrouvons au château de Cheverny, qui servit de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart et où les traditions de la vénerie sont perpétuées et respectées. Le domaine de Cheverny est exactement situé en Sologne viticole, ce qui n'est pas exactement la Sologne au sens où les chasseurs l'entendent. Hein, c'est qu'en fait, nous sommes effectivement aux portes de la Sologne, mais dans une région qu'on peut appeler le Blésois, ou Sologne viticole. Mais ce n'est pas exactement la Sologne au sens où vous l'entendez. C'est pour ça qu'en fait, quand nous chassons un petit peu en forêt de Cheverny, donc il n'est pas exactement en Sologne, mais nous chassons beaucoup dans des massifs soloniaux, donc à l'extérieur de nos bases. Le domaine abrite depuis plus d'un siècle un équipage donc, de grandes véneries, donc grandes véneries créancées sur le cerf, parce que vous avez des équipages de grandes véneries qui sont également créancés sur le chevreuil ou le sanglier. À Cheverny, c'était exclusivement le cerf. Nous avons des chiens qui ne chassent que le cerf. La base, le croisement de base de notre lot de chiens, en fait, c'est du chien anglais, Foxhound, donc davantage réputé pour sa robustesse, et Poitevin, en fait, donc chien français, davantage réputé pour ses qualités de nez. Et donc c'est en fonction d'abord de ce que pense le piqueux, en fait, effectivement, qui va mettre plus d'anglais ou plus de Poitevin. Voilà, donc c'est une alchimie très particulière, et c'est là où intervient toute la science du piqueux, mais un peu dans les coulisses. Bon, il y a toute la science du piqueux qui apparaît au moment des chasses, il y a toute la science du piqueux qui apparaît, mais également en dehors des chasses, au chenil. C'est un massif très, très complet, et d'ailleurs il y a beaucoup de forestiers qui ont un peu perdu leur latin, parce que c'est une forêt très particulière, où si vous d'abord pour la décrire, c'est très compliqué. Parce qu'effectivement, à un moment, vous avez des résineux, d'abord après des feuillus, il y a un peu de résineux dans des feuillus, il y a différents peuplements de feuillus. Donc c'est une forêt qui est très difficile à gérer. Et il faudrait que je puisse vous montrer un peu la carte de notre description, d'une part, et du traitement que nous appliquons à cette description, pour qu'effectivement vous voyez que c'est une forêt qui n'est pas simple à gérer, donc qui n'est pas uniquement qui n'est pas clairsemée en fait. Hein. C'est une forêt qui est correctement gérée, mais en fonction d'impératifs de sylviculture. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer les cartes et les plans auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Alors voilà à quoi ça ressemble. En fait, donc ces documents sont directement issus de ce qu'on appelle un plan simple de gestion, en fait, auquel nous sommes soumis en tant que propriétaires de plus de 25 hectares. Donc en fait, vous voyez, il y a tout d'abord un travail de description, et c'est presque ça le plus important, c'est savoir à quoi on a affaire. Donc vous voyez, vous avez quelque chose de tout à fait polychrome, mais pour que toutes ces couleurs et leur signification, on se réfère à une légende. Et vous voyez qu'à Cheverny, donc effectivement, on a du taillis sous futaie, riche, classique, pauvre, de la futaie, des taillis, des peupliers, de la lande, et puis également des différents stades de peuplement en résineux. Hein, donc voilà, une fois qu'on a établi effectivement toute cette carte, toute cette description, il y a une deuxième question qui vient immédiatement à l'esprit de chaque sylviculteur, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec l'acquis, hein, bah, c'est ça qui est très important, comment tirer le maximum de profit de ce que je possède et de ce qu'il y a en ce moment sur ma forêt. Il est 6 heures ce matin, jour de chasse à courre. Jolibois, qui est second piqueux, apprête les chevaux des châtelains qui participent à la chasse. 9 chevaux français, dits trotteurs, partagent les écuries du domaine. Oh la Fifi.
pollo. Roxane. La fille. Oh, la grosse ma-mère. Viens. Viens, ma grosse ma-mère. T'as mal au dos, hein? Bouge pas, ma mère, bouge pas. Bouge pas, ma mère. Hein? Ça te plaît pas, donc? Oui, puis ça, ça demande du dressage. Ça. Hein? Vous ne faites pas ça en une saison, vous faites ça en plusieurs saisons. Hein. Pour trouver un bon cheval de piqueux, il faut compter 2 ans, 2-3 ans. Puis il s'habitue à tout. On les prend à quel âge? Bah, nous, on les prend à 7 ans. Je vous dis, pour les chevaux de piqueux, il faut des chevaux de 7 à 8 ans. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient assez calmes vis-à-vis de la meute? Bah, surtout qu'ils ne tapent pas dans les chiens. Parce que c'est assez spécial, vous avez 30 ou 40 chiens derrière le cheval. Il faut qu'ils soient très habitués, il faut qu'ils soient habitués au fouet. Au fouet à la trompe, puis faire, mettons, sous-bois et tout ça, sauter les fosses et tout. Parce que des fois, quand on est à la chasse, on ne s'occupe pas du cheval. Le cheval, il s'en va sous-bois, c'est lui qui se débrouille. Hein. Vous êtes toujours attentif avec les chiens et tout ça. Alors, on ne peut pas s'occuper toujours du cheval. Voilà. Je vais vous faire voir tout. Ça, c'est les granulés. Ils sont dans les coffres. Et 3 fois par jour, les granulés. Matin, midi et soir. Non, non, bah c'est toute la semaine pareil. Sauf les jours de chasse la manche. Un petit supplément le soir, c'est tout. Pour les laver un peu, puis bon... c'est comme les gens, quand il fait bien froid, ils aiment bien quelque chose de chaud le soir. Alors c'est une bouillie? Bah c'est bon, c'est de l'orge. De l'orge qu'on fait bouillir, avec la graine de lin, puis du son. Puis on laisse bouillir ça toute la journée. Alors les équipements? Bah, ça consiste la tunique, la trompe, la toque, le ceinturon, la daille et le fouet. Puis c'est bon, c'est la tenue aussi. Hein. Fait que pour être clair, pour pouvoir atteindre le cœur? Ouais, le cœur, directement le cœur. Hein. C'est fait. Bon, le cœur, c'est pour dire, vous voyez, c'est que c'est pointu au bout. Bon, pas trop la mienne parce que. Hein. Alors normalement, au cœur, ça va jusqu'ici. Oui, ça fait à peu près la largeur d'une main. Toujours au petit matin, c'est maintenant au tour du garde-biche, Laurent Clamince, de préparer la journée et de scruter la forêt de 1500 hectares pour y dénicher le cerf. Attends. Viens. Alors Laurent, vous êtes valet de limier? C'est ça. Quel est votre rôle précis? Disons que le matin, je suis chargé de repérer pour l'équipage, donc pour la chasse, un animal. Donc pour Cheverny, donc ce sera un cerf, sur lequel on va découpler l'ensemble de la meute après le rapport. Donc pour ça, j'utilise un chien et on va faire un tour, donc essayer de trouver ça. Cheverny, donc c'est 1500 hectares clôturés, en partie clôturés, sur lesquels il y a environ 200 animaux. Donc 200 cerfs et biches. En gros, avec 120 cerfs et une 80 biches à peu près. Sur Cheverny, on a une population qui est encore jeune, c'est-à-dire qu'on a relativement peu de vieux cerfs. Donc ce qu'on cherche, c'est à apprendre et à chasser
des animaux un peu répartis suivant les classes d'âge, c'est-à-dire aussi bien des jeunes animaux, donc des daguets, que des cerfs d'âge plus important, que l'on attaque généralement en début de saison. Donc là, on est fin février, donc on va essayer de trouver plutôt un cerf jeune. Enfin, on trouvera ce que les chiens voudront chasser. Voilà. Allez, on y va. J'ai un rôle d'entretien, si vous voulez, au niveau forestier, puisque Cheverny, donc, c'est aussi et principalement une forêt de production forestière. Donc on produit principalement du chêne en futaie. On est dans un régime sur Cheverny de conversion, c'est-à-dire qu'on passe du taillis sous futaie au régime de futaie. Ce qui fait qu'on a une forêt assez claire, comme vous pouvez le voir, et donc sur laquelle on fait une production assez intéressante pour la région. On a des bois de bonne valeur, assez prisés donc, sur le secteur. C'est un biotope également propice pour le gibier? Disons que justement c'est un peu notre problème à l'heure actuelle, c'est-à-dire que cette conversion donne des bois assez, comme vous le voyez, assez clairs et je dirais assez peu nourriciers pour le gibier, ce qui nous oblige justement à aménager de manière assez importante le domaine. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des prairies. Là, on a une coupe aussi de taillis, donc qu'on est obligé de clôturer parce qu'on a une forte densité, sinon les animaux ne laisseraient rien repousser. Et on essaye donc par endroits de favoriser la pousse de végétation et donc de surface de gagnage pour les animaux. Je dirais, moi, un des principaux ennemis de la vénerie, c'est le vent. C'est les chiens qui chassent et c'est les chiens qui vous disent, par leur voix, par leur récrit, si l'animal que l'on chasse est bien l'animal de chasse qu'on a depuis le départ. Et le vent, justement, ne nous permet pas de suivre les chiens correctement, que ce soit à cheval, à pied. Et donc, de ce fait, rendre la chasse beaucoup plus difficile. Donc, pas de vent, bonne chose. Par contre, on a un temps qui va se réchauffer dans la journée. C'était gelé ce matin, pas très fort, je pense, -1, -2. Mais on risque d'avoir 14 ou 15 degrés dans la journée. Ce qui fait que des amplitudes de température assez fortes dans la journée, généralement créent des évaporations qui rendent la voie plus difficile et qui rendent donc la chasse plus difficile. Les chiens ont du mal à emmener. Enfin, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les chiens, quand on les descendra du camion, qui nous diront s'ils peuvent chasser correctement ou pas, si la voie est bonne ou pas. Alors, la prise de pied ce matin, ce qu'on appelle plutôt... On appelle ça le bois. Toute la vénerie répond à une terminologie particulière. Et donc, ce matin, on a fait un tour, donc, on a fait ce qu'on appelle le bois. Donc, on a connaissance de 4 animaux. Je pense d'icordonnement, 4e tête d'icordonnement. Donc je pense que c'est une bonne chose et je pense qu'on va donner ça au niveau du rapport. Voilà. On va terminer le tour. Une heure plus tard au domaine, c'est la rencontre avec le 3e personnage clé de la journée. Alors écoutez, vous êtes premier piqueux. Oui. Quel est votre rôle ce matin? Le rôle ce matin, tout d'abord à 8 h nettoyer le chenil. Ensuite, regarder s'il n'y a pas des chiens boiteux, s'il n'y a pas des malades, s'il n'y a pas... Et puis après, là, on arrive au tri des chiens. Nous sommes à Cheverny, c'est quel type de meute? C'est des anglo-français.
hein, c'est-à-dire un croisement de chien anglais et puis de chien français, du foxhound et du poids de vin. Quelle est la qualité d'un bon chien de commande? Un bon chien, déjà, sa qualité première, c'est d'être de change, c'est-à-dire de ne pas changer d'animal, hein, d'être perçant, d'être discipliné, d'être fanené. Alors vous allez faire le tri? Oui. En fonction de... En fonction, disons, comme on chasse 2 fois par semaine, déjà j'essaye de ménager les très bons chiens, de manière à ce qu'ils ne soient pas trop fatigués quand on chasse. Après les autres, bon, il y en a 10 de bons et les autres sont là pour faire de la musique. Idylle. Le seul dressage pratiquement, c'est, bon, en période d'été, on les sort tous les matins. Bon, déjà, on les met en meute. Et puis après, c'est à la soupe. Hein, à la soupe, on les tient en respect pendant 1 minute ou 2 avant la soupe. Et quand on leur donne l'ordre, ils ont le droit de manger, pas. C'est ça le principal dressage au niveau des chiens de meute. Quel type de gibier est-ce qu'on prélève aujourd'hui? Là, on va chasser un cerf. Maintenant, le type de cerf, ça va être les chiens qui vont décider. C'est les chiens qui vont découpler un cerf. C'est eux qui vont trier. Hein? Je crois que bon, ce matin, vous en avez vu. Alors, apparemment, on devrait aller dans ce coin-là, du côté de l'étang Ferrand. Et puis après, ce sont les chiens qui vont décider. Hop, hop, hop. Oh. Serré en meute. En meute. Serré. Arrête pas. Arrête. L'équipage de Cheverny chasse aujourd'hui sur ses propres terres et la meute n'aura à parcourir que 2 kilomètres pour rejoindre le lieu dit le Rond des Dames, où les boutons participant à la chasse se préparent eux aussi. Qu'est-ce que vous avez? Donc moi monsieur, j'ai connaissance ce matin de 4 animaux dans les basses prunières. Il y a je pense 2 décorgeonnements, 2 bons décorgeonnements et 2 quatrièmes têtes. Plus bas, en revenant donc vers le chemin des bœufs, j'ai connaissance d'un animal seul, mais qui a tendance à remonter, donc dans la futée de Ferrand. Et je pense qu'il va aller rejoindre ses autres animaux. Il va rejoindre les autres. Enfin, il y a de fortes chances. Voilà. Ils sont peut-être revenus à Ferrand. C'est peut-être dans les sapins. Nous, on va monter au pare-feu, on va bien voir. Ça vous convient? On va aller à la mangeoire. Voilà. La journée est belle. Voilà, on aura un peu chaud. Par ici, c'est en Ferrand, non? Elle est à droite. Il y a un peu de chemin qui mène à une souille. Elle est en face, pratiquement. Par rapport au renseignement, donc, on a pu communiquer au maître d'équipage et au piqueux donc, ce matin lors du rapport. Le piqueux donc, amène ses chiens sur la brisée, c'est-à-dire l'entrée que l'on a trouvée donc, de l'animal dans la parcelle qu'il va fouler, c'est-à-dire la parcelle où il va essayer de rechercher cet animal. Autant moi que les suiveurs et que surtout les boutons, c'est-à-dire les boutons qui sont des membres de l'équipage à cheval, vont essayer d'encadrer au maximum la parcelle au moment de l'attaque pour essayer de voir donc quel animal va sortir et si les chiens ne font pas de bêtises, notamment ça peut arriver que de jeunes chiens partent malencontreusement sur des biches ou chevreuils.
Tout le travail de la meute est de déharder le cerf, c'est-à-dire de l'esseler, pour le rendre plus vulnérable, car il aura une meilleure portée à l'odorat. Il faut aussi éviter à tout prix, et c'est le rôle des boutons, que plusieurs chasses se forment et que l'on chasse plusieurs animaux. Alors la chasse, c'est aussi un art d'écouter, Frédéric? Ah oui, c'est un des grands principes. Écouter, regarder. Et du reste, à ça, il y a une très bonne devise qui est « écoute et tais-toi ». Ça, c'est une des super devises de la vénerie parce que souvent, on a l'avantage, les meneurs, de dire beaucoup de choses, mais cette devise, elle s'applique parfaitement à la vénerie. Après 2 heures de chasse, c'est le moment de l'halali, où les chiens ceinturent l'animal qui tient les abois. Dernier recours, le cerf tentera de rejoindre un plan d'eau, mais il faudra le servir, c'est-à-dire le mettre à mort à la dague, et valoriser ainsi le travail des chiens pour inciter la meute, et valoriser, bien sûr, les chasses à venir. La curée, c'est la récompense des chiens. C'est ce qui les fait prendre du gibier. Plus ils en mangent, plus ils sont accurés et plus l'équipage sera de change et performant. L'un des plus prestigieux châteaux de la Loire nous étonnera par la richesse et la densité de son mobilier et le charme authentique et raffiné de sa décoration. Cheverny est depuis plus de 600 ans propriété de la même famille, les Hureaux, grands personnages et conseillers des rois Louis XII, François Ier, Henri III et Henri IV. Le château a conservé pour l'essentiel sa disposition intérieure du XVIIe siècle, dont on admirera les proportions majestueuses des salles, leur mobilier et leur décoration. L'escalier est à montée droite, du plus pur style Louis XIII. Sur le premier palier, un bois préhistorique, ancêtre de l'élan. Les traditions de la vénerie sont perpétuées et respectées à Cheverny. Dans le vestibule, une tapisserie des Flandres du XVIIe représente le retour des pêcheurs d'après les cartons de Teniers. Le grand salon, dont le plafond fut restauré au XIXe, abrite de précieux tableaux comptant parmi les plus rares de la collection du château, dont notamment la comtesse de Cheverny par Mignard. Un portrait en pied de la marquise de Montglat surmonte une commode écritoire Louis XIV d'une grande rareté. La salle à manger apparaît encore superbement tendue de cuir de Cordoue d'origine, ornée des armes de la famille Hureaux. Un buste de Henri IV décore la cheminée monumentale, pastiche de style Renaissance en pierre dorée, avec chenet d'époque Louis XIV. La salle d'armes est la plus grande pièce du château. La décoration est toujours de Jean Monnier, sans restauration. Au mur se succède une précieuse collection d'armes et d'armures datant des XVe et XVIe siècles. Une magnifique tapisserie des Gobelins du XVIIe, d'après les cartons du peintre anversois Franck, représente l'enlèvement de la belle Hélène. Les fauteuils sont Régence, signés Boulard.
Une cheminée Renaissance en bois sculpté doré met en évidence la mort d'Adonis, tableau de Jean Monnier. La chambre du roi, entièrement peinte par Monnier, était réservée au roi selon l'usage seigneurial et pour le cas où celui-ci ferait au châtelain l'honneur d'une visite, ce qui ne fut jamais le cas à Cheverny. La visite du domaine peut se compléter d'une ascension en ballon captif, le plus grand du monde, réplique du ballon de l'exposition universelle de Paris de la fin du siècle dernier.